Deuxième couplet. Le premier des trois esprits. Quand Scrooge s'éveilla, il faisait si noir qu'en regardant de son lit, il pouvait à peine distinguer la fenêtre transparente des murs opaques de sa chambre. Ses yeux de furet essayaient vainement de percer les ténèbres lorsque l'horloge d'une église voisine sonna les 4 quarts. Il tendit l'oreille pour entendre l'heure. À son grand étonnement, la lourde cloche passa de 6 à 7, puis de 7 à 8, et continua ainsi régulièrement jusqu'à 12, puis elle se tut. Minuit. Il était plus de 2 heures quand il était allé se coucher. L'horloge était détraquée. Un glaçon avait dû s'introduire dans les rouages. Minuit. Scrooge appuya sur le ressort de sa montre à répétition pour corriger cette horloge erronée. Le petit pouls rapide de la montre battit 12 fois et s'arrêta. « Comment » dit Scrooge. « Il n'est pas possible que j'aie dormi toute une journée et une grande partie de la nuit suivante. Il n'est pas possible qu'il soit arrivé quelque chose au soleil et que ces 12 coups soient ceux de midi. » L'idée était alarmante. Aussi Scrooge descendit-il de son lit pour se diriger à tâtons vers la fenêtre. Il fut obligé d'essuyer le givre qui couvrait la vitre avec la manche de sa robe de chambre avant de pouvoir distinguer quoi que ce fût, et encore ne put-il voir grand-chose. Tout ce qu'il découvrit, c'est que le brouillard était encore très épais, que le froid demeurait intense, et qu'on n'entendait pas les gens aller et venir bruyamment, ce qui aurait sans doute été le cas si la nuit avait vaincu la lumière du jour et pris possession du monde. Il en ressentit un grand soulagement, car, à 3 jours de vue, payés à Monsieur Ebenezer Scrooge ou à son ordre, et ainsi de suite, n'aurait pas eu plus de valeur qu'un chiffon de papier s'il n'avait plus été possible de compter par jour. Scrooge se remit au lit et réfléchit à la question qu'il tourna et retourna dans sa tête sans rien y comprendre. Plus il y pensait, plus il était perplexe, et plus il s'efforçait de ne pas y penser, plus il y pensait. Le fantôme de Marley le tracassait excessivement. Toutes les fois qu'après un mûr examen il décidait en lui-même que toute cette aventure n'était qu'un rêve, son cerveau, comme un puissant ressort qui cesse d'être comprimé, reprenait d'un bond sa position première et le remettait en face du même problème à résoudre. Était-ce ou n'était-ce pas un rêve ? Scrooge demeura dans cet état jusqu'à ce que l'horloge eût sonné 3 nouveaux quarts d'heure, et c'est alors qu'il se rappela brusquement l'avertissement du fantôme. Un esprit devait le visiter sur le coup d'1 heure. Il décida de rester éveillé jusqu'à ce que l'heure fût passée. Et si l'on considère qu'il ne lui était pas plus possible de s'endormir que de s'envoler au ciel, cette décision était sans doute la plus sage qu'il pût prendre. Ce quart d'heure dura si longtemps qu'il crut à plusieurs reprises s'être assoupi sans s'en apercevoir et n'avoir pas entendu sonner l'horloge. Elle frappa enfin son oreille tendue. « Le quart, » dit Scrooge en comptant. « La demi, » dit Scrooge. « Moins le quart, » dit Scrooge. « L'heure !» s'écria triomphalement Scrooge. « Et rien d'autre que l'heure !» Il avait parlé avant que retentit le coup annonçant l'heure même, ce qui se produisit ensuite un grave, sourd, creux, mélancolique. Une vive lueur inonda aussitôt la chambre et les rideaux de son lit furent tirés. Les rideaux de son lit furent tirés, vous dis-je, par une main. Pas les rideaux qui étaient à ses pieds ou derrière sa tête, mais ceux vers lesquels son visage était tourné. Les rideaux de son lit furent écartés dans un sursaut. Scrooge s'assit à moitié et se trouva face à face avec le visiteur surnaturel qui venait de les écarter. Aussi près de lui que je suis près de vous en ce moment, moi qui vous coudoie en esprit. C'était un personnage étrange, un enfant et qui pourtant ressemblait moins à un enfant qu'à un vieillard, vu à travers quelque élément surnaturel qui lui donnait l'air de s'être éloigné au point de n'avoir plus que la taille d'un enfant. Ses cheveux qui flottaient autour de son cou et sur ses épaules étaient blanchis comme par l'effet de l'âge, bien que son visage n'eût pas une ride, et que son teint fût de la fraîcheur la plus tendre. Il avait les bras très longs et musclés, les mains de même, et l'on devinait que ses mains devaient étreindre avec une force peu commune. Ses jambes et ses pieds d'une forme très fine étaient nus, comme ses membres supérieurs. Il portait une tunique d'un blanc immaculé, et il avait la taille serrée dans une ceinture brillante dont le chatoiement était magnifique. Il tenait à la main une branche de houx fraîchement cueillie, et par un contraste singulier avec cet emblème de l'hiver, sa robe était garnie de fleurs d'été. Mais ce qu'il y avait en lui de plus étrange,
c'est que du sommet de sa tête jaillissait un vif et clair faisceau de rayons lumineux qui rendait visible tout ce que je viens de décrire, et sans doute était-ce pourquoi, dans ces moments de tristesse, il employait en guise de chapeau le grand été noir qu'il tenait alors sous son bras. Mais cela, lorsque Scrooge l'examina avec une attention croissante, n'était pas encore son attribut le plus extraordinaire. Car, de même que sa ceinture brillait et scintillait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, si bien que les objets s'éclairaient un instant puis disparaissaient dans l'ombre, de même les parties distinctement visibles du personnage changeaient sans cesse, et il apparaissait tantôt avec un seul bras, tantôt avec une seule jambe, tantôt avec 20 jambes, tantôt avec 2 jambes sans tête, tantôt avec une tête sans corps, et des membres invisibles, aucune trace ne restait dans l'obscurité épaisse où il se dissolvait. Cependant, parmi tous ces prodiges, il restait lui-même, aussi clair et distinct que jamais. « Monsieur, » demanda Scrooge, « êtes-vous l'esprit dont la venue me fut annoncée ?»« C'est moi. » La voix était douce et harmonieuse, singulièrement basse comme si l'esprit, au lieu d'être tout près de lui, avait été très loin. « Qui êtes-vous et qu'êtes-vous » demanda Scrooge. « Je suis le fantôme des Noëls passés. »« Passés ? Depuis longtemps » demanda Scrooge ayant observé sa taille de nain. « Non, de temps passé. » Le lui eût-on demandé, Scrooge aurait sans doute été incapable de dire pourquoi, mais il éprouvait un vif désir de voir l'esprit mettre son chapeau. Il le pria de se couvrir. « Quoi » s'écria l'esprit. « Voudrais-tu éteindre si vite de tes mains charnelles la lumière que je répands ? Ne te suffit-il pas d'être l'un de ceux dont les passions ont façonné cette calotte et m'ont forcé à la porter pendant de longues années enfoncée sur le front ?» Scrooge protesta respectueusement qu'il n'avait jamais eu d'intention injurieuse et qu'à aucun moment de sa vie il n'avait volontairement et consciemment calotté l'esprit. Il s'enhardit ensuite jusqu'à lui demander ce qui l'amenait. « Je suis ici pour ton bien, » dit le fantôme. Scrooge se déclara très reconnaissant, mais ne put s'empêcher de penser qu'une nuit de repos ininterrompue aurait contribué davantage à produire ce résultat. L'esprit dut l'entendre penser car il s'écria aussitôt. « Disons ta rédemption alors. Prends garde. » Il tendit sa forte main tout en parlant et saisit Scrooge doucement par le bras. « Lève-toi et viens. » En vain, Scrooge aurait-il allégué que le temps et l'heure se prêtaient mal au plaisir de la promenade, que son lit était chaud et le thermomètre fort au-dessous de zéro, qu'il n'était que légèrement vêtu en robe de chambre, pantoufles et bonnet de nuit, et que justement il avait un rhume. L'étreinte de cette main, aussi douce pourtant que celle d'une femme, était irrésistible. Il se leva, mais s'apercevant que l'esprit se dirigeait vers la fenêtre, il s'accrocha à sa robe en le suppliant. « Je ne suis qu'un mortel, » lui rappela-t-il, « exposé à tomber. »« Il suffit que ma main te touche là, » dit l'esprit en posant ses doigts sur le cœur de Scrooge, « et tu seras soutenu de plus d'une manière. » Tandis qu'ils parlaient, ils avaient traversé la muraille et se trouvaient sur une route en rase campagne, avec des champs de part en part. La ville avait entièrement disparu, on n'en voyait plus le moindre vestige. La nuit et le brouillard s'étaient évanouis en même temps qu'elle, car c'était un jour d'hiver clair et glacé, et la neige couvrait le sol. « Mon Dieu !» s'écria Scrooge, les mains jointes en regardant autour de lui. « C'est ici que j'ai été élevé. C'est ici que j'ai passé mon enfance. » L'esprit le considéra avec bonté. Le contact de sa main, si léger et bref qu'il eût été, demeurait encore présent et sensible pour le vieillard. Il avait conscience qu'un millier d'odeurs flottaient dans l'air, dont chacune lui rappelait un millier de pensées, d'espérances, de joies et d'angoisses oubliées depuis bien, bien longtemps. « Ta lèvre tremble, » dit l'esprit. « Et que vois-je là, sur ta joue ?» Scrooge murmura d'une voix entrecoupée d'un chevrotement insolite que c'était un bouton. Puis il pria l'esprit de l'emmener où il voudrait. « Tu te rappelles le chemin ?»« Si je me le rappelle, » cria Scrooge avec ferveur, « je m'y retrouverai les yeux bandés. » « Bizarre que tu l'aies oublié pendant de si nombreuses années, » remarqua le fantôme. « Allons. » Ils avancèrent le long de la route, où Scrooge reconnaissait chaque grille, chaque poteau, chaque arbre, jusqu'à ce qu'apparût au loin une petite bourgade avec son pont, son église et sa rivière sinueuse. Quelques poneys à poils longs trottaient vers eux, portant sur leur dos de petits garçons qui appelaient d'autres petits garçons montés dans des cabriolets et des cabrioles rustiques conduits par des fermiers. Tous ces enfants étaient de belle humeur, et ils échangeaient tant de cris d'allégresse que les vastes champs s'emplissaient d'une musique joyeuse, et que l'air sec et vif riait de les entendre. « Ce ne sont là que les ombres des choses qui ont été, » dit l'esprit. « Elles sont insensibles à notre présence. » Les gais voyageurs continuaient d'avancer, et à mesure qu'ils s'approchaient, Scrooge les reconnaissait et appelait chacun par son nom. Pourquoi était-il immodérément heureux de les voir ? Pourquoi son œil glacé brillait-il et pourquoi son cœur bondissait-il dans sa poitrine à leur passage ?
Pourquoi débordait-il d'aise en les entendant se souhaiter un joyeux Noël lorsqu'ils se séparaient au carrefour et au chemin de traverse pour gagner leurs diverses demeures? Joyeux Noël. Quel sens ces mots avaient-ils pour Scrooge? Au diable leur joyeux Noël! Quel bien en avait-il jamais tiré? L'école n'est pas tout à fait vide, dit l'esprit. Un enfant solitaire, oublié de tous ses amis, y est resté. Dans un sanglot, Scrooge répondit qu'il le savait. Ils quittèrent la grande route, et par un chemin que Scrooge se rappelait bien, se dirigèrent vers un grand bâtiment en briques d'un rouge terne, avec sur le toit un petit campanile surmonté d'une girouette où pendait une cloche. La maison était vaste, mais on voyait qu'elle avait connu des temps meilleurs. Ses spacieuses dépendances ne servaient plus guère. Leurs murs humides se couvraient de mousse, leurs fenêtres étaient brisées, leurs portes disloquées. Des volailles se pavanaient en gloussant dans les écuries, et l'herbe envahissait les remises et les hangars. À l'intérieur, il ne restait pas trace non plus de sa prospérité d'autrefois, car en entrant dans le sombre vestibule et en jetant un regard par les portes ouvertes de nombreuses pièces, Scrooge et l'esprit les trouvèrent pauvrement meublées, froides et nues. Il y avait un goût de terre dans l'air qu'on respirait et une sensation de vide glacial en ces lieux qui faisait penser, je ne sais comment, à trop de levers matinaux à la bougie et à trop de maigres repas. Ils traversèrent le vestibule et gagnèrent une porte de derrière. Elle s'ouvrit devant eux et ils découvrirent une longue pièce mélancolique et nue que faisaient paraître encore plus nues des rangées de bancs et de pupitres en bois blanc. À l'un de ces pupitres, un petit garçon solitaire lisait près d'un feu chétif. Scrooge s'assit sur un banc et pleura de revoir le pauvre enfant oublié qu'il avait été. Pas un écho endormi dans toute cette maison, pas un cri des souris trottinant derrière les boiseries, pas une goutte d'eau tombant du robinet à demi gelée dans la triste cour, pas un soupir du vent dans les branches sans feuilles d'un unique peuplier désabusé, pas un vain battement de porte de garde mangé vide, non, pas le moindre craquement du feu qui ne résonna dans le cœur de Scrooge pour le pénétrer d'une grande douceur et donner plus libre cours à ses larmes. L'esprit lui toucha le bras et lui montra son jeune lui-même plongé dans sa lecture. Brusquement, l'image d'un homme portant un costume exotique lui apparut, merveilleuse de netteté. Il se tenait debout à l'extérieur de la fenêtre, une hache plantée dans sa ceinture et conduisant par la bride un âne chargé de bois. « Mais c'est Ali Baba !» s'écria Scrooge en extase. « C'est ce brave, honnête Ali Baba, ce vieil ami. Oui, je sais. Un certain Noël où cet enfant abandonné avait été oublié ici, tout seul. Ali Baba est venu pour la première fois, exactement de cette manière. Pauvre gamin. Et Valentin, poursuivit Scrooge. Ah, et son frère sauvage, Orson, les voilà. Et cet autre, ah, comment s'appelle-t-il, qui fut déposé en caleçon pendant son sommeil à la porte de Damas? Le voyez-vous? Et le palefrenier du sultan, tourné à l'envers par les génies, le voici la tête en bas. C'est bien fait pour lui, j'en suis fort aise. Quel besoin avait-il de rechercher la princesse en mariage? Entendre Scrooge gaspiller tout le sérieux et toute la gravité de sa nature à de telles histoires, et cela d'une voix tout à fait extraordinaire, entre le rire et les larmes, avec un visage rouge d'animation, aurait causé une grande surprise en vérité aux hommes d'affaires de la cité qui le connaissaient. « Voilà le perroquet, poursuivit-il, corps vert et queue jaune, avec une espèce de laitue qui lui pousse sur le haut du crâne. Le voilà !»« Pauvre Robinson Crusoé !» cria-t-il quand son maître revint au logis après avoir fait le tour de l'île en canot. « Pauvre Robinson Crusoé, où es-tu allé, Robinson Crusoé ?» Robinson croyait rêver, mais non, c'était le perroquet, figurez-vous. Et voilà Vendredi qui court vers la petite crique pour échapper à la mort. « Hardi vite, cours, cours !» Puis, passant d'un sujet à l'autre avec une rapidité tout à fait étrangère à son caractère habituel, il dit, pris de pitié pour son jeune lui-même, « Pauvre enfant !» et se remit à pleurer. « J'aurais voulu... » murmura Scrooge en mettant la main dans sa poche et en regardant autour de lui lorsqu'il se fut essuyé les yeux avec sa manche. Mais il est trop tard. « Que voulais-tu » demanda l'esprit. « Oh, rien, » répondit Scrooge. « Rien. Il y avait un petit garçon qui chantait un Noël hier soir à ma porte. J'aurais voulu lui donner quelque chose, c'est tout. » L'esprit sourit d'un air pensif et fit un geste de la main en disant « Voyons un autre Noël. » Tandis qu'il parlait, l'enfant qu'avait été Scrooge grandit, et la pièce devint un peu plus noire et plus sale. Les boiseries se délabrèrent, quelques vitres se fendirent, des écailles de plâtre tombèrent du plafond, découvrant les lattes de bois. Mais comment tous ces changements se produisirent-ils? Scrooge n'en savait pas là-dessus plus que vous. Il savait seulement que les choses étaient telles qu'elles devaient être, que tout s'était passé ainsi, qu'il était là,
seul, une fois de plus, pendant que tous les autres élèves passaient à leur foyer de joyeuses vacances. Il ne lisait pas cette fois, mais se promenait de long en large en proie au désespoir. Scrooge regarda l'esprit, puis avec un mélancolique hochement de tête tourna vers la porte son regard anxieux. La porte s'ouvrit et une petite fille, beaucoup plus jeune que le garçon, entra rapide comme l'éclair, lui jeta les bras autour du cou et le couvrant de baisers l'appela son cher frère. « Je suis venue te chercher pour te ramener à la maison, frère chéri, » dit la fillette frappant ses toutes petites mains l'une contre l'autre et riant à en être courbée en deux. « Je te ramène chez nous, chez nous, chez nous !»« Chez nous, petite Fanny ?» interrogea son frère. « Oui !» répondit la petite débordante de joie. « Chez nous, pour de bon et pour toujours. Papa est tellement plus gentil qu'avant. La maison est un vrai paradis. Il m'a parlé avec tant de bonté un soir béni au moment où j'allais me coucher que je n'ai plus eu peur et que je lui ai demandé une fois de plus si tu pouvais revenir. Et il a répondu que oui, et il m'a envoyé te chercher en voiture. Et maintenant tu vas être un homme, poursuivit-elle en ouvrant de grands yeux. Et tu ne reviendras plus jamais ici. Mais d'abord nous allons passer ensemble toutes les fêtes de Noël et les célébrer le plus joyeusement du monde. Comme tu as grandi, ma petite Fanny, s'écria le garçon. Elle battit des mains et se mit à rire en essayant de lui toucher la tête, mais comme elle était trop petite, ses rires redoublèrent et elle se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Puis de son impatience enfantine, elle l'entraîna vers la porte et lui, sans se faire prier, se laissa guider. Une voix terrible cria dans le vestibule « Descendez la malle de maître Scrooge, et vite !» Et dans le vestibule apparut le directeur de l'école en personne, qui jeta sur maître Scrooge un féroce regard protecteur et plongea l'adolescent dans une confusion horrible en lui donnant une poignée de main. Il escorta ensuite le frère et la sœur jusque dans le grand parloir qui était la vieille cave la plus glacée qui fût au monde, où le froid et l'humidité mettaient une couche visqueuse sur les cartes géographiques pendues au mur et sur les globes terrestres et célestes placés dans l'embrasure des fenêtres. Là, il tira d'un placard un flacon de vin singulièrement léger et un bloc de gâteau singulièrement lourd et dispensa aux deux enfants des parts de ses friandises. En même temps, il envoyait un serviteur chétif offrir au postillon un verre de quelque chose, lequel postillon répondit qu'il remerciait le monsieur, mais que si ça sortait du même tonneau que la dernière fois, il préférait ne rien boire. Quand la malle de maître Scrooge fut solidement attachée sur le toit de la chaise de poste, les enfants prirent très volontiers congé du pédagogue, et montant en voiture, descendirent gaiement l'allée du jardin où les roues rapides faisaient jaillir comme une blanche écume le givre et la neige qui couvraient les sombres feuillages persistants des arbustes. « Ce fut toujours une créature délicate, qu'un souffle aurait suffi à flétrir, » dit l'esprit. « Mais quel grand cœur elle avait !»« Ah oui, » s'écria Scrooge, « vous avez raison. Ce n'est pas moi qui vous contredirai, esprit, Dieu m'en garde. » « Elle était mariée quand elle est morte, » dit l'esprit, « et elle avait, je crois, des enfants. »« Un seul, » corrigea Scrooge. « C'est vrai, » dit l'esprit, « ton neveu. » Scrooge parut préoccupé par quelque chose, et il répondit brièvement. « Oui. » Quoiqu'ils eussent quitté l'école à l'instant même, ils se trouvaient déjà dans les rues encombrées d'une ville où des ombres de passants allaient et venaient, où des ombres de charrettes et de voitures se disputaient la chaussée, et où régnait le brouhaha et le tumulte d'une vraie cité. On voyait nettement, d'après les étalages des magasins, que là aussi l'on fêtait Noël, mais c'était le soir et les rues étaient éclairées. L'esprit s'arrêta devant la porte d'un certain magasin et demanda à Scrooge s'il reconnaissait l'endroit. « Si je le reconnais, » s'écria Scrooge, « n'ai-je pas fait ici mon apprentissage ?» Ils entrèrent. À la vue d'un vieux monsieur à perruque ronde assis devant un pupitre tellement élevé que si le monsieur avait été un peu plus grand, il se serait cogné la tête au plafond, Scrooge, très surexcité, s'écria « Mais c'est le vieux Fezziwig ! Dieu le bénisse, le vieux Fezziwig ressuscité !» Le vieux Fezziwig posa sa plume et regarda la pendule qui marquait 7 heures. Il se frotta les mains, rajusta son vaste gilet en riant de toute sa personne, depuis les chaussures jusqu'au sommet de la tête, où se trouve le siège de la bénévolence, et appela d'une voix sonore, onctueuse, généreuse et joviale « Et là, oh, Ebenezer, Dick !» Le Scrooge d'autrefois, devenu un jeune homme, entra d'un pas leste, accompagné de son camarade d'apprentissage. « Et lui, c'est Dick Wilkins, je ne me trompe pas !» dit Scrooge à l'esprit. « Mon Dieu, oui, c'est lui-même. Il avait beaucoup d'amitié pour moi, Dick. Pauvre Dick. Mon Dieu, mon Dieu. »« Allons, mes garçons, » dit Fezziwig. « Assez travaillé pour aujourd'hui. Veille de Noël, Ebenezer. Que les volets soient en place, cria le vieux Fezziwig en frappant gaiement dans ses mains, avant que j'aie le temps de dire ouf. Vous ne croiriez jamais à quelle allure les deux gaillards lui obéirent. Ils se précipitèrent dans la rue avec les volets. 1, 2,
3, les mirent en place, 4, 5, 6, fixèrent les barres et les clavettes, 7, 8, 9, et ils étaient de retour avant que vous ayez compté jusqu'à 12, haletant comme des chevaux de course. « Ohé !» cria le vieux Fezziwig dégringolant du haut de son grand tabouret avec une agilité merveilleuse. « Débarrassez tout, les gars, et faites-nous beaucoup de place libre. Vas-y, Dick, de l'entrain, Ebenezer !» Débarrassé. Il n'y avait rien qu'ils n'eussent voulu ou pu débarrasser sous l'œil du vieux Fezziwig. Cela se fit en un tournement. Tout ce qui était transportable fut déménagé, comme si cela disparaissait à tout jamais de la vie publique. Le sol fut balayé et arrosé, les lampes fourbies et garnies, le charbon entassé sur le feu. Et quand ce fut fini, l'on n'eût pu souhaiter salle de bal plus chaude, plus sèche, plus brillante et plus agréable par un soir d'hiver que ce magasin. Entra un violonneux avec son livre de musique. Il escalada le haut pupitre, en fit son orchestre, et accorda son instrument en produisant le vacarme de 50 embarras gastriques. Entra Madame Fezziwig toute souriante et bien en chair. Entrèrent les 3 demoiselles Fezziwig, radieuses et faites pour plaire. Entrèrent les 6 jeunes galants dont elle brisait le cœur. Entrèrent tous les jeunes hommes et toutes les jeunes femmes qui travaillaient dans l'affaire. Entra la chambrière accompagnée de son cousin le boulanger. Entra la cuisinière flanquée de l'ami intime de son frère le laitier. Entra le petit domestique d'en face qu'on soupçonnait de ne pas manger à sa faim chez son maître et qui essayait de se cacher derrière la servante de 2 maisons plus loin, laquelle avait les oreilles tirées par sa patronne. Ils entrèrent tous, les uns timidement, les autres hardiment, les uns avec grâce, les autres en lourdeau, les uns poussant les autres, tirant, ils entrèrent tous n'importe comment et de toutes les manières. Ils se mirent à danser, 20 couples à la fois, tour de main et chassés d'une promenade et retour au point de départ. Ils tournèrent et virevoltèrent pour arriver par degrés à se grouper d'un air tendre. L'ancien couple de têtes surgissant toujours au mauvais endroit, le nouveau couple de têtes repartant sans attendre les autres, tous les couples se trouvant en tête finalement, sans danseurs derrière eux pour les suivre. Quand ce brillant résultat eut été obtenu, le vieux Fezziwig, frappant dans ses mains pour arrêter la danse, cria « Bravo !» et le violonneux plongea son visage en feu dans un pot de bière spécialement préparé à cette intention. Mais lorsqu'il en émergea, dédaignant tout repos, il se remit à jouer dardard, bien qu'il n'y eût pas encore de danseurs, comme si le violonneux du début avait été emporté chez lui, épuisé sur un volet et remplacé immédiatement par un musicien flambant neuf, résolu à effacer la mémoire du premier ou à mourir. Il y eut d'autres danses, puis d'autres danses, et l'on servit du gâteau, et l'on servit du punch. Il y eut cette pièce de rôti froid et une grosse pièce de bouilli froid, et il y eut des mince pies et de la bière en abondance. Mais le clou de la soirée, ce fut, après le rôti et le bouillon, quand le violonneux, un fin matois, croyez-moi, le genre de gaillard qui connaît son affaire et pourrait nous en remontrer à vous et à moi, attaqua l'air de « Sir Roger de Coverley ». Alors le vieux Fezziwig se leva pour conduire la danse avec Madame Fezziwig, couple de tête naturellement, et avec une belle besogne à abattre, 23 ou 24 couples à conduire, des gens avec qui l'on ne plaisantait pas, et qui voulaient danser et n'avaient pas du tout l'intention de marcher. Mais eussent-ils été 2 fois, que dis-je, 4 fois plus nombreux, le vieux Fezziwig aurait pu encore leur tenir tête, et Madame Fezziwig aussi, car elle était digne d'être sa partenaire dans tous les sens du mot. Si ce n'est pas un bel éloge, soufflez-moi un meilleur, et je l'emploierai. Une véritable lumière semblait irradier des mollets de Monsieur Fezziwig. On les voyait briller dans toutes les figures de la danse comme de lune. On aurait pu prévoir à quelque moment que ce fût l'endroit où il se trouverait la seconde suivante. Et quand le vieux Fezziwig et Madame Fezziwig eurent exécuté toutes les figures, les visites, les moulinets, les révérences, le tire-bouchon, enfilé les aiguilles et chacun à sa place, Fezziwig exécuta des entrechats avec tant d'agilité qu'il avait l'air de cligner de l'œil avec ses jambes avant de retomber sur ses pieds sans vaciller. Quand 11 heures sonnèrent à la pendule, ce bal de famille prit fin. Monsieur et Madame Fezziwig allèrent se placer de chaque côté de la porte, et serrant personnellement la main des invités, hommes ou femmes, leur souhaitèrent à tous un joyeux Noël. Lorsqu'il ne resta plus que les 2 apprentis, ils en firent de même pour eux. Et peu à peu, les voix joyeuses se perdirent au loin, et les garçons regagnèrent leur lit, qui était sous un comptoir de l'arrière-boutique. Pendant toute cette scène, Scrooge s'était comporté comme s'il avait perdu la tête. Son cœur et son âme avaient pris part aux réjouissances avec son autre lui-même. Il reconnaissait tout, se rappelait tout, s'amusait de tout, et était en proie à la plus étrange émotion. Ce ne fut qu'à la fin, lorsque les visages joyeux de Dick et du jeune garçon qu'il avait été se furent détournés, qu'il se rappela l'esprit, et qu'il s'aperçut que celui-ci le regardait bien en face, tandis que sur sa tête, le jet de lumière brillait d'une vive clarté. « Il faut bien peu de choses, » dit l'esprit, « pour inspirer à ces sottes gens tant de gratitude. »« Peu de choses, » répéta Scrooge.
L'esprit lui fit signe d'écouter les deux apprentis qui épanchaient leur cœur en chantant les louanges de Fezziwig. Puis il ajouta « Eh oui, peu de choses. Il n'a dépensé que quelques livres de votre monnaie terrestre, 3 ou 4 peut-être. Cela vaut-il la peine de tant le louer ?»« Ce n'est pas cela, » répliqua Scrooge, échauffé par cette remarque et parlant inconsciemment comme le Scrooge d'autrefois et non comme celui qu'il était devenu. « Ce n'est pas cela, esprit. C'est qu'il a le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux, de faire que notre tâche soit légère ou pesante, devienne un plaisir ou une lourde peine. Vous allez dire que ce pouvoir est fait de paroles et de regards, de choses insignifiantes et si ténues qu'il est impossible de les grouper pour en faire le compte. Et puis après, le bonheur qu'il répand est aussi grand que s'il coûtait une fortune. » Il sentit peser sur lui le regard de l'esprit, et se tut. « Qu'y a-t-il » demanda le fantôme. « Rien de particulier, » dit Scrooge. « Je crois pourtant qu'il y a quelque chose, » insista l'esprit. « Non, » dit Scrooge, « non. J'aimerais pouvoir dire un mot ou deux à mon commis en ce moment, c'est tout. » Comme il exprimait ce regret, l'apprenti qu'il avait été éteignit les lampes, et Scrooge se retrouva en plein air, l'esprit toujours à ses côtés. « Mon temps s'écoule, » dit l'esprit. « Hâtons-nous. » Cette parole ne s'adressait ni à Scrooge ni à quelqu'un qu'il pût voir, mais elle produisit un effet immédiat. De nouveau, Scrooge se revit dans le passé. Il était devenu un homme dans la fleur de l'âge. Son visage n'était pas encore marqué des lignes dures et austères des dernières années, mais il commençait à porter les rides qui creusent le souci et le goût du lucre. Il y avait dans son regard une mobilité ardente, avide, inquiète, qui trahissait la passion déjà enracinée, et l'on voyait d'avance où tomberait l'ombre de l'arbre grandissant. Il n'était pas seul. Près de lui était assise une jeune fille en vêtements de deuil, et les yeux de cette jeune fille étaient pleins de larmes qui brillaient dans la lumière répandue par l'esprit des Noëls passés. « Cela importe peu, » disait-elle d'une voix douce. « Pour vous, très peu. Une autre idole a pris ma place, et si elle peut vous apporter dans les années à venir la joie et le réconfort que j'aurais essayé de vous donner, je n'ai pas de raison légitime de m'en affliger. »« Quelle idole a pris votre place ?» demanda-t-il. « Le dieu de l'or. »« Voilà bien le jugement impartial du monde, » s'écria-t-il. « Il n'est rien qu'il condamne aussi durement que la pauvreté, et rien qu'il fasse profession de juger avec autant de sévérité que la poursuite de la richesse. »« Vous craignez trop l'opinion du monde, » répondit-elle calmement. « Toutes vos ambitions se sont effacées devant l'unique espoir d'échapper à ces sordides critiques. J'ai vu vos aspirations les plus nobles se détacher de vous, une à une, jusqu'à ce que la passion dominante, celle du gain, vous absorbe tout entier. N'est-ce pas vrai ? » « Et quand cela serait, répliqua-t-il, même si j'ai acquis cette sagesse, où est le mal ? Je ne suis pas changé à votre égard. » Elle secoua la tête. « Le suis-je ? » L'accord qui nous lie est ancien. Nous l'avons conclu quand nous étions tous les deux pauvres et satisfaits de notre pauvreté, jusqu'à ce que vienne le moment où, par notre patiente industrie, nous pourrions améliorer notre situation dans le monde. Si, vous êtes changé. En ce temps-là, vous étiez un homme différent. « J'étais un gamin, » répliqua-t-il avec humeur. « Vous sentez bien que vous étiez différent. Moi, je suis restée la même. Ce qui nous promettait le bonheur quand nos deux cœurs ne faisaient qu'un n'est plus qu'une source de souffrance maintenant qu'ils sont désunis. Combien de fois j'y ai pensé, et avec quelle acuité il est inutile que je vous le dise. Il suffit que j'y ai réfléchi et que je puisse vous délier de votre promesse. Ai-je jamais cherché à m'en libérer ? Jamais en parole, non. De quelle manière, alors ? Par un changement de nature, un jugement différent, une autre atmosphère dans votre vie, un autre espoir à son ultime fin, par tout ce qui donnait à mon amour quelque valeur et quelque sens à vos yeux. S'il n'y avait pas eu cet accord entre nous, ajouta-t-elle en le regardant avec douceur mais fermeté, dites-moi, me rechercheriez-vous et tenteriez-vous de me conquérir aujourd'hui ? Non. Il sembla céder malgré lui à la vérité de cette suggestion, mais il se débattit encore et lui dit « C'est vous qui le pensez. »« Je serais trop heureuse de penser autrement si je le pouvais, » répondit-elle. « Le ciel m'en est témoin. Pour que je me sois rendue à cette vérité semblable, il faut qu'elle ait une forme irrésistible. Mais si vous étiez libre aujourd'hui, demain, hier, pourrais-je croire, même moi, que vous iriez choisir une fille sans fortune ? Vous qui, dans vos conversations les plus confiantes avec elle, pesez tout au poids de l'or, ou si vous trahissiez pour un moment votre principale règle de conduite au point de faire ce choix. Est-ce que je ne sais pas que très vite vous en viendriez à le regretter et à vous en repentir ? Mais si, et je vous rends votre liberté.
d'un cœur très lourd en pensant à l'amour qui m'unissait à celui que vous étiez. » Il allait parler, mais elle reprit en détournant la tête. « Peut-être, le souvenir du passé me le fait presque espérer, peut-être que cette décision vous fera-t-elle souffrir, pendant très, très peu de temps, et puis vous bannirez ce souvenir de votre mémoire avec empressement, comme un rêve sans profit dont il est bon que vous soyez éveillé. Puissiez-vous trouver le bonheur dans la vie que vous avez choisie. » Elle le quitta, et ils se séparèrent. « Esprit, » dit Scrooge, « ne me montre plus rien. Ramène-moi à la maison. Pourquoi te plais-tu à me torturer ?»« Une ombre encore, » dit l'esprit. « Non, » cria Scrooge. « Non, plus rien. Je ne veux plus rien voir. Ne m'en montre pas davantage. » Mais l'esprit inexorable le saisit solidement à plein bras et le força de regarder les scènes suivantes. Il se trouvait dans un lieu et devant un spectacle tout à fait différent. C'était une chambre ni très vaste, ni très élégante, mais agréable. Près d'un bon feu était assise une ravissante jeune fille, si semblable à celle qui venait de quitter que Scrooge crut que c'était la même, jusqu'au moment où il la reconnut, assise en face de sa fille, sous les traits d'une mère de famille encore belle. Il régnait dans cette pièce un véritable tumulte, car il y avait là plus d'enfants que Scrooge, dans l'agitation de son esprit, n'en pouvait compter. Et au contraire du célèbre troupeau dont parle le poème, ce n'était pas 40 enfants se conduisant comme un seul, mais un groupe d'enfants dont chacun se conduisait comme 40. Il en résultait un vacarme dont il était difficile de se faire une idée. Mais personne ne paraissait s'en soucier, au contraire. La mère et la fille riaient de bon cœur et s'amusaient beaucoup. Même la jeune fille, s'étant bientôt mêlée à leur jeu, fut mise au pillage par les impitoyables petits bandits. Ah, que n'aurais-je donné pour être l'un d'eux! Mais je n'aurais pas pu montrer tant de rudesse. Oh non, pour tout l'or du monde, je n'aurais pas voulu décoiffer et dérouler aussi brutamment ces belles tresses. Quant aux précieux petits souliers, je ne m'en serais jamais emparé, grand Dieu, dût-il m'en coûter la vie. Pour ce qui est de mesurer sa taille en manière de jeu, comme le faisaient ces jeunes audacieux, jamais je ne m'y fusse risqué. J'aurais craint que pour mon châtiment, mon bras ne prît à jamais la forme de cette taille ronde et ne se redressât plus. Et pourtant, à vrai dire, j'aurais bien aimé toucher ses lèvres, lui poser une question afin qu'elle les entr'ouvrît pour y répondre, contempler sans la faire rougir les cils de ses yeux baissés, dénouer sa chevelure ondoyante dont la moindre mèche aurait été le plus précieux des souvenirs. En somme, j'aurais aimé, je le confesse, jouir du plus petit des privilèges dont ces enfants abusaient, tout en étant assez homme pour en connaître le prix. Mais l'on entendit frapper, et ce fut le signal d'une telle ruée que la jeune fille, riant toujours et les vêtements en désordre, fut entraînée vers la porte par le groupe d'enfants turbulents au visage empourpré, juste à temps pour accueillir leur père qui rentrait, suivi d'un homme chargé de jouets et de cadeaux de Noël. Alors quels cris, quelle bataille, quels assauts livrés aux commissionnaires sans défense! Ce fut à qui l'escaladerait en se servant de chaises comme d'échelles pour plonger dans ses poches, le dépouiller de paquets enveloppés de papier d'emballage, se pendre à sa cravate, l'étrangler à demi, lui donner des coups de poing dans le dos et des coups de pied dans les jambes, en signe d'irrépressible affection. Puis quels cris d'émerveillement et de joie saluèrent l'ouverture de chaque paquet. La nouvelle épouvantable que le bébé venait d'être surpris au moment où il s'enfonçait une poêle à frire de poupée dans le gosier et que l'on soupçonnait fortement d'avoir déjà englouti une petite dinde en carton collée sur une assiette en bois, l'immense soulagement lorsqu'on découvrit que c'était une fausse alarme, leur joie, leur gratitude, leur émerveillement ne sauraient se décrire. Disons seulement que peu à peu les enfants et leur émoi quittèrent le salon et, marche par marche, montèrent l'escalier jusqu'en haut de la maison. Là ils se couchèrent et tout redevint calme. Alors Scrooge regarda la scène avec une attention redoublée, car le maître de la maison, sa fille tendrement appuyée contre lui, s'était assis au coin du feu, en face de sa femme. Et quand Scrooge pensa qu'une créature semblable, aussi gracieuse et aussi pleine de promesses, aurait pu l'appeler son père, et faire fleurir le printemps dans le triste hiver de sa vie, sa vue devint en vérité très trouble. « Belle, dit le mari, en se tournant vers sa femme avec un sourire, j'ai vu l'un de nos vieux amis tantôt. Qui cela? Devinez. Comment le pourrais-je? Moi je me doute. Monsieur Scrooge, ajouta-t-elle aussitôt, riant avec son mari. Lui-même, en passant devant la fenêtre de son bureau, il y avait une bougie sur sa table, et comme les volets n'étaient pas fermés, je n'ai pu m'empêcher de le voir. Son associé se meurt à ce qu'on dit. Et Scrooge était là, seul, tout seul au monde, je crois. Esprit, dit Scrooge d'une voix brisée, éloigne-moi d'ici. Je t'ai averti, dit l'esprit, que tu allais voir les ombres de choses qui se sont passées. Qu'elles soient ce qu'elles sont et non point autre ne dépend pas de moi. Ne m'en fais pas reproche. Emmène-moi, s'écria Scrooge. Je ne puis le supporter. Il se dressa devant l'esprit.
et voyant dans son visage, par un étrange phénomène, des fragments de tous les visages qu'il lui avait montrés, il se jeta sur lui. « Laisse-moi » cria-t-il. « Ramène-moi. Cesse de me hanter. » Dans la lutte, si l'on peut appeler lutte à corps où le fantôme, sans aucune résistance visible de sa propre part, n'était ébranlé par aucun des efforts de son adversaire, Scrooge remarqua que la lumière de sa tête brillait d'une flamme haute et claire, et associant vaguement dans sa pensée cette source de clarté avec l'influence qu'exerçait sur lui le fantôme, il saisit l'épée noire et d'un geste rapide lui enfonça sur la tête. L'esprit s'affaissa sous le choc, et l'épée noire le recouvrit complètement. Mais Scrooge avait beau peser de toutes ses forces, il ne parvenait pas à cacher la lumière qui sortait à flots de dessous le cornet et couvrit le sol d'une nappe continue. Il fut bientôt saisi d'une grande fatigue et d'un irrésistible besoin de dormir. Il avait en outre conscience d'être dans sa chambre à coucher. En un dernier effort, il pressa sur l'épée noire, mais sa main se détendit, et il eut à peine le temps de gagner son lit en titubant avant de sombrer dans un profond sommeil.